Ce soir à l'émission, le Festival du film de montagne de Banff s'arrête à Saint-Eustache. Pour les gens qui sont dans la salle, ça développe leur connaissance de la cinématographie d'aventure. Et le collège Lionel Groulx a 200 ans. Dans le hall aussi, il y a la cloche d'origine. Elle est là sur les vieilles photos dès les années 1880. En entrevue, je reçois Ronald Raymond, avec qui il sera question du plan de protection de la rivière du Nord. La vision qui a été élaborée, c'était d'établir un schéma sur les problématiques qu'on retrouvait dans l'ensemble. Je m'entretiens également avec Émilie Contant, qui nous parle de la situation de l'itinérance dans les Laurentides. Dans les 2 dernières années, en fait, on a vu plus de 1050 personnes en situation d'itinérance. Enfin, Laurence Bourgeois met la table pour une soirée avec Roland Giguère au Centre de création de Boisbriand. C'est une présentation qui va rassembler la poésie, la chanson. Bienvenue à Accès local. Jeudi 30 janvier 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jaunet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Vous êtes allée au cinéma, Clara. C'était la tournée du Festival du film de montagne de Banff à Saint-Eustache. Oui, Claude, c'était salle comble cette année encore au Zénith pour visionner la sélection québécoise, la 49e édition du Festival de films de Banff. Le festival qui a eu lieu en Alberta en octobre met de l'avant 85 films d'aventure réalisés par des professionnels, mais aussi par des amateurs. Et ensuite, le festival part en tournée dans 45 pays à travers le monde. Il y a donc un échantillonnage de la sélection officielle qui est en tournée en ce moment au Québec dans 27 villes différentes. Stéphane Corbeil, qui est le producteur de la tournée québécoise du Festival de Banff depuis 30 ans maintenant, nous parle de l'intérêt croissant du public pour cet événement. On l'écoute. C'est vraiment le rendez-vous annuel. Quand je demande aux gens dans la salle est-ce qu'ils sont déjà venus, je voudrais que de plus en plus, là, probablement qu'au moins 75% des gens lèvent la main pour dire que c'est pas leur première fois. Ce qui est intéressant pour tout le monde parce que pour les gens qui sont dans la salle, ça développe leur connaissance de la cinématographie d'aventure. Puis pour moi, c'est d'autant plus challengeant parce que je sais que les gens vont se souvenir d'un film présenté il y a 1 an ou 5 ans. Et Clara, à quoi ressemble la programmation cette année? Alors, ce sont 9 films qui ont été sélectionnés pour le public québécois d'une durée totale de 3 heures. Les sujets sont variés, du vélo de montagne, du ski, du sauvetage en haute montagne, de l'escalade et du kayak. Un des films ayant particulièrement attiré mon attention cette année, c'est Team Sport, qui raconte l'exploit de l'ultramarathonienne Courtney Dauwalter, qui a été la première personne à réussir 3 courses de 160 km en un été. Donc, en plus de nous présenter une épreuve physique et mentale tout à fait incroyable, le court-métrage nous plonge aussi dans une histoire humaine où l'équipe entourant la coureuse a une importance primordiale. On compte justement plusieurs films où l'amitié et la solidarité jouent des rôles importants dans les films cette année. D'accord. Et quels ont été les critères de sélection pour le public québécois? Monsieur Corbeil m'expliquait qu'il porte une attention particulière à la variété, que ce soit dans les sports présentés ou alors dans les lieux de tournage. Autant que possible, il essaye aussi d'atteindre la parité homme-femme dans les films présentés. On l'écoute à ce sujet. Ça s'est grandement amélioré depuis mes débuts où j'étais là, il y a 30 ans, parce qu'avant, c'était seulement des hommes qui étaient devant la caméra et seulement des hommes qui étaient derrière la caméra. Et je ne le dis pas de façon péjorative, mais le regard féminin et masculin est différent. Puis je pense que cette diversité-là d'approche cinématographique est gagnante pour nous qui regardons les films. Et voilà, Claude, si vous êtes intéressé par l'événement, mais que vous avez manqué la présentation à Saint-Eustache, il y a 2 autres dates de visionnement dans les Basses-Laurentides, le 13 et 14 février prochain à la salle André-Prévost de la Polyvalente de Saint-Jérôme. Il reste encore des billets. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du bicentenaire du collège Lionel Groulx. À plus tard, Claude. La ville de Sainte-Thérèse annonce le retour du Festival le samedi 8 février de 10h à 16h au Parc du Charme. Plusieurs activités seront au rendez-vous comme du patinage libre, du vélo à pneus surdimensionnés, des structures d'hébertisme, des combats d'archers et des ateliers de feu et de survie. Le chansonnier Joémie Saint-Hilaire et un disque jockey seront aussi de la partie. Un espace avec feu extérieur sera également aménagé où l'on pourra se procurer de la soupe, des sandwichs au fromage, du chocolat chaud et de la tire d'érable sur neige.
Sonia Bélanger, députée de Prévost, a annoncé un investissement de près de 2 millions de dollars pour la réalisation de travaux routiers dans la municipalité du même nom. Un montant supplémentaire de 250 000 dollars sera échelonné sur 3 années budgétaires pour des travaux d'amélioration prévus sur la rue principale. Ces montants, octroyés grâce au programme d'aide à la voirie locale, aideront la municipalité dans l'amélioration des infrastructures du réseau routier. Élaborer conjointement un plan de protection des sources d'eau potable, voilà le mandat que se donnent 9 municipalités de la région qui puisent cette ressource à même la Rivière-du-Nord. J'en discute avec Ronald Raymond, conseiller municipal et co-porte-parole de la Commission de l'environnement à la ville de Saint-Jérôme. Bonsoir, Monsieur Raymond. Bonsoir. Je précise tout de suite là que les autres villes concernées sont Prévost, Piémont, Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, Val-Morin, Val-David, Sainte-Agathe, des Monts et Sainte-Lucie des Laurentides. Exact. Il y a, dans un premier temps, des analyses là, qui avaient été faites en divers endroits de la Rivière-du-Nord. Quelles sont les menaces ou les problématiques là, qui avaient été identifiées? Bien, la première des choses, faut comprendre que ce regroupement des villes et des municipalités ont permis de mettre le doigt sur les problématiques qu'on retrouve au niveau du plan de protection. Fait que donc, la vision qui a été élaborée, c'était d'établir un schéma sur les problématiques qu'on retrouvait dans l'ensemble. Et c'est le rôle qu'on a joué. Et quelles sont-elles, ces problématiques? Bien, écoutez, au niveau des problématiques, première des choses, on parle de la protection des sources d'eau potable. Okay? Donc, les sources d'eau potable, il faut comprendre que la municipalité est responsable de prélèvement de l'eau dans la catégorie 1 des cycles qui desservent plus de 500 personnes. Devait soumettre en 2021 un rapport d'analyse de vulnérabilité sur les sources d'approvisionnement. Donc, ce rapport visait à identifier les menaces potentielles pour la qualité et la quantité de l'eau potable. Fait que donc, dans ce contexte, la Ville de Saint-Jérôme avait donné le mandat à Abrinard d'élaborer ce dossier-là. Suite à cette analyse, on a bien compris que dans l'approvisionnement pour la Ville de Saint-Jérôme provenait directement de la Rivière-du-Nord. Donc, constatant les menaces similaires avec d'autres municipalités, avec d'autres villes, donc c'est là qu'on s'est assis et que Abrinard a été mandaté pour réaliser ce plan de conjoint. Il y a un aspect là-dedans qui touche la quantité et la disponibilité de l'eau potable. Ça va devenir un enjeu, ça, dans un contexte où la population est en croissance rapide. Alors, quelles sont les solutions envisageables? La première des choses, le plan de protection a été établi afin de bien cibler les problématiques. Okay? On est 9 municipalités. Il faut comprendre que chaque municipalité a son milieu, a ses enjeux. Donc, si on parle au niveau des enjeux pour l'élaboration du plan, on parle des enjeux sur les eaux usées des installations septiques domestiques. On va parler des eaux usées des municipalités et industrielles, l'entretien des routes, le transport des hydrocarbures et l'entreposage, la disponibilité, la quantité de l'eau. C'est des plans, le plan a identifié les mesures de protection concrètes afin d'atténuer les menaces. C'est ce qui a été... La première fois qu'on a entendu parler de ce dossier-là, c'est il y a un an. Je sais que ça existe depuis 2021, mais qu'on a décidé, il y a un an, de faire un plan commun. Qu'est-ce qui a été fait dans la dernière année? Comment ça a évolué, le dossier? Le dossier, au niveau de la protection des sources d'eau potable, a été cheminé suite au rapport de vulnérabilité que le ministère a demandé. Fait que donc, actuellement, là, on vient, avec Abrinard, le plan a été discuté, les enjeux ont été ciblés. Maintenant, il va rester à procéder également.
Une fois que les enjeux sont ciblés, mais il va falloir procéder. Justement, on est rendu là. OK. Donc, c'est Abrinor a maintenant cartographié chacune des menaces, est en train de rédiger le plan. En termes d'échéance, là, quand est-ce que vous allez avoir le plan entre les mains et combien de temps ça va prendre avant qu'il y ait des actions concrètes soient posées? Et, vous savez, je ne voudrais peut-être pas rentrer là-dessus, mais actuellement, il faut comprendre que le ministère, dans les enjeux environnementaux, le plan de vulnérabilité a quand même été reporté 2025. Fait que donc, à partir de ces dates-là, le financement et tout ça va quand même bouger, mais on est là, on s'est assis, on a discuté, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Ouais. Okay, même si ça n'a pas été... le travail a été fait par les municipalités et on est là. D'accord. Ben, on attend la suite. Ronald Raymond, conseiller municipal à Saint-Jérôme, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. L'entreprise locale SOS Aventure atteint la 11e place au Québec, la 12e au Canada et la 49e en Amérique du Nord au classement des Top Escape Room Project Enthusiast Choice Awards. Ces classements mettent en lumière le succès de la Confaiserie, une aventure immersive conçue et réalisée à Saint-Jérôme. L'entreprise se classe à la 230e position mondiale parmi des milliers de jeux d'évasion répertoriés à travers le globe. SOS Aventure a également été honoré en 2024 par la Chambre de commerce et d'industrie de la Rivière-du-Nord, qui lui a décerné le prix Excellence Loisirs, Tourisme, Arts et Culture. La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme annonce la signature d'un partenariat de 5 ans avec la clinique Action Sport Physio de Saint-Jérôme, une entente assortie d'une somme de 40 000 $ offerte dans le cadre de la campagne de financement annuelle de l'organisme. Cette contribution permettra de soutenir la Fondation dans la réalisation de sa mission, qui est de soutenir la communauté collégiale dans l'accompagnement des étudiants vers la réussite. La Fondation a remis près de 9 millions de $ à la communauté du collège depuis 1994. On va aller faire un petit tour du côté du Centre de création de Boisbriand avec Laurence Bourgeois. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Claude. Bon retour à l'émission. C'est votre première chronique de l'année. Oui, exact. Bon, là, justement, qu'est-ce qui s'en vient? Il y a un spectacle important, un laboratoire, la résultante d'un laboratoire qui va être présenté Tout à fait. Donc, aujourd'hui, moi, je viens vous parler du laboratoire qui s'intitule Une soirée avec Roland Giguère, en fait, qui va être présenté le 13 février prochain à 19h30 au Centre de création. C'est une présentation qui va rassembler la poésie, la chanson. Donc, c'est quelque chose d'assez différent là, de ce qu'on a à l'habitude, mais ça se voudra être vraiment une belle formule pour se laisser bercer par la belle poésie des mots. Puis ça va aussi être quelque chose de super chaleureux, bien de contexte là, à la veille de la fête des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir justement pour se préparer à ce spectacle? Oui, donc c'est un projet qui a été porté par La Fratrie. La Fratrie, c'est une compagnie de théâtre qui a été cofondée en 2016 par Patrick Lacharité, Erika Mathieu et Alex Trahan. Puis c'est les artistes donc multidisciplinaires Fanny Mignot le Cavalier, je veux bien les nommer, Philippe Thibault-Denis et Étienne Thibault qui seront sur scène. Ils vont vraiment nous transporter là, dans l'univers de la poésie de cet artiste qui était Roland Giguère, pardon, parce que c'est pas un nom qui est choisi au hasard. Roland Giguère, c'est un grand artiste de chez nous. Donc, ils vont nous faire naviguer à travers ses amours, sa résistance citoyenne. Et puis, c'est Fanny et Étienne qui signent l'univers sonore. Puis Philippe, qui est acteur et danseur, là, va pouvoir ajouter du mouvement à la proposition. Puis tout ça en faisant des prises de parole contemporaines. Il va aussi avoir de la musique originale, puis même de l'art visuel en direct. Donc, on est vraiment très heureux de recevoir une présentation comme ça parce que c'est une discipline qu'on n'a jamais eue. Donc, c'est complètement nouveau, là. Oui, puis c'est tout à fait formidable que des jeunes créateurs s'intéressent à l'œuvre d'un poète majeur. Là, oui, exact. Comme Giguère. Alors, comment ce projet-là a vu le jour et comment il s'est développé? En fait, ça part donc principalement de la poésie de Roland Giguère en elle-même, qui est un artiste multidisciplinaire québécois. Son œuvre à lui là, était vraiment axée autant sur les images que sur les mots, donc autant dans les arts que dans la littérature. Puis je vais prendre le temps de quand même faire une petite capsule historique là, pour vous mettre en contexte, mais en fait, Roland Giguère, il était à la fois poète, peintre, graveur, puis c'est beaucoup illustré au Québec, je vous dirais, entre les années 50 à 90. Donc son œuvre s'étend beaucoup, mais c'est pas mal dans cette groupe d'années-là, pardon. Il était très impliqué dans l'indépendance
du Québec. Il a notamment reçu des prix là, pour l'ensemble de son œuvre en littérature. Il y avait des poèmes qui étaient très marqués par la profondeur, l'idée de quête universelle. Tu sais, un poète québécois dans les années 70, indépendance, tout ça, c'est pas étonnant. Puis c'est quelqu'un qui écrivait très spontanément, donc on le surnommait même un poète naturel. Mais malheureusement, il est assez sombré dans l'oubli après son décès en 2003. Ses œuvres n'ont pas été très enseignées, même pour des gens de ma génération. On le connaît peu ou pas du tout. Donc c'est là que la fratrie a décidé de prendre la balle au bond, de lui faire honneur, puis de faire honneur à sa carrière, à sa vie. Et donc, on a décidé d'adapter ses poèmes en chansons pour en faire ressortir les nuances puis les rendre un peu plus accessibles, puis même de faire un pas de plus. Puis c'est là que le centre de création est entré en scène, mais on a même décidé de développer un travail d'ambiance, un travail d'éclairage, question de créer quelque chose de très enveloppant puis d'habiller là, le tout sur scène pour soutenir les artistes. Donc ouais, ça a un beau travail. Vous mentionniez, Laurence, que c'était la première fois que vous receviez des artistes en poésie et en chanson. Quel autre type de disciplines sont accueillis au centre de création normalement? Toutes les disciplines qu'on peut, c'est sûr. On veut rejoindre vraiment le plus large auditoire puis le plus large spectre possible. On va naviguer, je vous dirais, les disciplines entre le théâtre, évidemment, mais aussi la danse, la musique, le chant, l'humour, même le multimédia. On a d'ailleurs une gang d'artistes l'année passée qui ont intégré un personnage d'intelligence artificielle en direct dans leur laboratoire. On reçoit aussi du théâtre jeunesse, puis parfois, il y a des projets qui ont tout ça en même temps. Donc, ça fait plein de choses très éclatées. Il y a même le cirque aussi qu'on aimerait beaucoup développer, qui serait une possibilité. On n'en a jamais reçu, mais on aimerait bien. C'est sûr que s'il y a une gang qui décide de reproduire Haut du Cirque du Soleil, on risque d'avoir quelques complications. On pourrait l'adapter. Oui, c'est ça. Les piscines sur scène, on sait pas trop, mais quand même, les possibilités là, sont très, très, très variées. Puis même qu'avec notre salle, on a une configuration qui est complètement modulable. On a des éclairages qui sont ajustables également. Donc, on n'a aucun intérêt, en fait, à se limiter à une seule discipline, une seule catégorie, parce qu'on a toutes les installations nécessaires là, pour les mettre en valeur là, le mieux possible. Donc, puis nous, en fait, ça permet d'offrir aux spectateurs une programmation qui est super variée, puis d'en offrir pour tous les goûts. Donc, on reçoit de tout. C'est ça qui est la beauté de la chose. Alors, on rappelle que une soirée avec Roland Giguère, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le 13 février, 19h30. On n'a qu'à aller sur le site web du Centre de création de Boisbriand. Tout à fait. On s'achète des billets, puis on passe une belle soirée. Exactement. Merci, Laurence. Merci à toi. La situation de l'itinérance est en progression constante dans la région et les journées particulièrement froides que nous traversons ajoutent à la souffrance des personnes concernées. On va parler de tout ça avec Émilie Contant, qui est chef de l'administration du programme régional Espoir, dispensé par le CIS des Laurentides. Madame Contant, bonsoir. Bonsoir. D'abord, faites-nous un bref rappel là, de ce que c'est que le programme Espoir. Oui, en fait, le programme Espoir, c'est l'équipe de suivi de proximité qui offre de l'intervention en réinsertion. C'est une équipe multidisciplinaire qui est composée d'une dizaine d'employés, en fait, des infirmières cliniciennes, une équipe psychosociale comme des travailleurs sociaux, criminologues, psychoéducateurs, avec le soutien de médecins et de psychiatres répondants. D'accord. Bon, il y a plein de mots-clés là, dans cet acronyme, suivi de proximité, intervention. Il fait très froid en ce moment. Il va faire froid encore pour plusieurs jours. L'avantage avec les vagues de froid, c'est qu'on les voit venir. Alors, est-ce qu'il y a une façon de se préparer à ça? Bon, tout à fait. Premièrement, l'équipe Espoir est présente sur le territoire là, de jour et de soir, ainsi que la nuit pendant ces périodes de grand froid, justement pour aller à la rencontre des personnes en situation d'itinérance, puis s'assurer que personne soit contraint de rester à l'extérieur. Donc, ils arriment les services, ils vont réaffilier, réinsérer les gens vers les organismes communautaires, vers les services du CIS des Laurentides également. Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup de ressources pour les accueillir, ces gens-là? Mais en fait, sur le territoire des Laurentides, on a environ 180 lits disponibles sur tout le territoire. Il y a également des haltes chaleur qui permettent d'accueillir davantage de personnes pour justement une nuit donnée. Et on a également des centres de jour ou des cafés communautaires, là, notamment, qui offrent des services tout au long de l'année. Donc, ces services-là, en temps de grand froid, sont bonifiés par nos partenaires là, qui mettent la main à la pâte et bonifient les heures d'ouverture ou le nombre de places. Et comme citoyen, nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider?
En fait, c'est sûr que les citoyens font partie de la réponse à la lutte à l'itinérance au sens où d'avoir une plus grande tolérance, de aussi demander de l'aide, par exemple, soit vers le 811 ou encore vers le 911 lorsqu'on voit des personnes en situation d'itinérance, surtout s'ils sont couchés, qu'il y a une vague de grand froid. Donc, on peut signaler leur présence, notre inquiétude comme citoyen. Là, c'est tout à fait approprié de le faire. Le recensement le plus récent sur l'itinérance permettait de constater une hausse quand même assez vertigineuse du phénomène dans les Laurentides. Il y a un autre recensement qui est à venir en 2025. Qu'est-ce qu'on anticipe à ce niveau-là? Bien, effectivement, il y a une hausse de 109 % entre le dénombrement de 2018 et 2022. Donc, celui du printemps 2025 risque de marquer une hausse encore. Ce qu'on remarque et ce qui est confirmé par les partenaires là, du milieu, c'est une hausse, un accroissement constant de la situation. Ouais. C'est sûr que le dénombrement, c'est le dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible sur une soirée donnée. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il reste encore de l'itinérance qui est cachée ou qui est plus invisible, comme les gens dans leur voiture, par exemple, ou les gens qui font du couchsurfing, là, qui vont d'un divan à l'autre. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on sait, nous, on le voit qu'il y a un accroissement marqué, mais il y a encore une difficulté à recenser toutes les personnes en situation d'itinérance. Et est-ce que les ressources, tant humaines que financières, suivent la même courbe? Mais je dirais en fait que la réponse à l'itinérance, c'est une réponse concertée où tous les partenaires interministériels, intersectoriels, communautaires, que ce soit les services de police, les offices de l'habitation, nos partenaires communautaires, les travailleurs de rue, par exemple, c'est vraiment une réponse concertée puis un continuum de services qui permet de répondre aux enjeux de l'itinérance. Donc, de ce fait, si tout le monde met la main à la pâte puis on crée un filet de sécurité, c'est là qu'il y a une réponse adéquate puis qui permet de diminuer justement l'itinérance là dans la région. D'accord. Votre boulot n'est pas toujours facile, Madame Contant, mais quand même, vous parvenez à aider des gens, beaucoup de gens. Donnez-nous une idée, là, il reste un peu moins d'une minute, là, donnez-nous une idée de ce qui a été fait depuis l'implantation du programme Espoir. En 30 secondes. Dans les 2 dernières années, en fait, on a vu plus de 1050 personnes en situation d'itinérance, là, puis on a réaffilié plus de 200 vers du logement ou des chambres permanentes. Mm-hmm. Ça, c'est seulement pour le programme Espoir, là, qui est présent tous les jours, très mobilisé et très disponible sur le terrain, en plus de tous les arrimages avec les partenaires communautaires. Oui. Bien, écoutez, Émilie Contant, chef de l'administration du programme régional Espoir, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Au revoir. On est de retour avec Clara Maté-Jaunet. Le Collège Lionel-Groulx souligne ses 200 ans d'existence cette année. L'établissement compte souligner ça en grand. Oui, Claude, lors d'une conférence de presse hier au Collège, même l'administration a dévoilé la programmation des activités prévues pour le bicentenaire de l'école qui est passé du séminaire à collège. Le calendrier des activités peut être trouvé en ligne sur le site Internet du Collège Lionel-Groulx. Parmi les événements phares de l'année, on compte l'inauguration en août d'un tout nouveau pavillon au Cégep portant le nom de Louise Arel. La politicienne québécoise a fait partie de la première cohorte de filles ayant étudié au Collège Lionel-Groulx dans les années 1960. Il y aura aussi pour l'occasion un grand concert, un cabaret littéraire et un bal des générations. Des conférences historiques sont aussi parsemées dans la programmation durant l'année. Alors pour se plonger un peu dans la longue histoire de ce Cégep, maintenant je vous propose de regarder notre reportage de ce soir qui visite certains lieux marquants du Collège Lionel-Groulx. On est présentement dans la bibliothèque, ce qui est aujourd'hui la bibliothèque du Cégep. Ce qu'on aperçoit ici, c'est un vitrail immense, vraiment monumental, qui a été créé à la demande du séminaire au début des années 60. Et c'est un spécialiste du vitrail, un artiste français très important. Là. Son nom de famille, c'est Max Ingrand. Et donc, c'est vraiment une œuvre d'art exceptionnelle là, qu'on a ici. Au moment où on a aménagé ici une chapelle, c'était pas la bibliothèque. Et le plancher de la bibliothèque n'existait pas. Donc, l'étage en dessous était le plancher de la chapelle. Et donc, le vitrail qu'on aperçoit était en hauteur, si on veut. Quand on a modernisé le Cégep, on a décidé de créer un plancher, mais de garder le vitrail, qui est un élément du patrimoine plus récent, plus contemporain, mais quand même très important dans l'histoire du Cégep. Ce qu'on aperçoit ici, c'est des statuettes qui ont été créées par un sculpteur très important dans l'histoire du Québec. Il s'appelle Olindo Gratton. C'est un sculpteur local, mais qui a eu vraiment une importance nationale.
Ces statuettes-là, à l'époque, qui sont des statues religieuses, hein, de personnages religieux, étaient disséminées un peu partout dans le séminaire, puis on les a rassemblées et conservées ici pour rappeler l'histoire. Donc, ils sont aujourd'hui dans la bibliothèque. Donc, c'est encore des traces, des rares traces du passé, du riche passé, de la longue histoire. Bien, ici, on est donc dans une autre époque, un peu, en fait, la même époque que la bibliothèque, début des années 60. Derrière moi, le long corridor, ça semble étrange, ça ressemble à un hôpital, une prison, mais c'était les anciennes résidences. Donc, il y avait des chambres ici. Chaque bureau de prof d'aujourd'hui, où il y a 2 profs par bureau, c'était une chambre pour les étudiants. Donc, une personne habitait là. Il y avait un lit, un lavabo dans chacune des chambres. Et semble-t-il que ces résidences-là ont été utilisées jusque dans les années 90. J'ai des collègues qui ont étudié ici, qui sont devenus professeurs maintenant, et qui, dans les années 90, se rappellent d'être venus visiter leurs amis dans les résidences. Il paraît qu'il y avait des parties ici. Là. Donc, c'est ça. Alors, c'est pour ça la forme un peu bizarre là, de cet édifice qui n'était pas construit pour des bureaux de professeurs, mais qui est utilisé comme ça maintenant. Oui, c'est ça. On est dans le hall d'entrée principal, qui est peut-être la partie historique la plus visible qui reste, parce qu'il y a des boiseries. Il y a le plancher d'origine, donc c'est 1883, c'est là que ça a été inauguré, dans le fond, à l'automne 1883, avec les rampes, les escaliers qui montent jusqu'au 4e, que les étudiants adorent monter parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, tu sais. C'est bien essoufflant quand tu arrives au 4e. Nous, les cours d'histoire, c'est au 4e. Donc, c'est ça, c'est un endroit où, quand on porte attention, là, on peut sentir l'histoire. Même les murs de briques dans les corridors de part et d'autre rappellent ça. Puis derrière, ici, c'est juste à côté, c'était le parloir qui était là. Donc, les pensionnaires qui recevaient leur famille ou leurs amis en visite descendaient au parloir, attendaient, il y avait des tables, des chaises, c'était un endroit, tu sais, ça ressemblait comme un espèce de petit salon. Maintenant, c'est des bureaux où les employés travaillent, puis une salle de réunion aussi. Ça, c'est les derniers qui restent à peu près dans le collège. Puis, toutes ces boiseries-là ont été enlevées. Tu sais, on était à une époque de modernisation très rapide. Il fallait faire de la place, des nouveaux pavillons. Tu sais, c'est l'époque du baby boom, hein? C'est les années 60. Fait que ça a été fait de façon improvisée. Les boiseries ont été enlevées, puis il y a des employés qui étaient ici qui se rappellent que à l'époque, on ne savait pas quoi faire avec ces boiseries-là, par exemple, et donc on les donnait, on disait, bien, utilisez ça comme bois de chauffage. Tu sais, alors aujourd'hui, avec le recul, on regrette ça parce qu'on se dit, ça devait être merveilleux, mais c'était comme ça partout au Québec. Hein? On modernisait vite. Tu sais, c'est l'époque où à Montréal, on a construit Radio-Canada, on a détruit des quartiers entiers pour construire l'autoroute Ville-Marie. C'était la mentalité des années 60-70, fait qu'on peut le voir même ici. Mais on est quand même chanceux d'avoir encore ce lieu, entre autres, là, qui rappelle que c'est une vieille institution. Ça fait vraiment 19e siècle. Là, dans le hall aussi, il y a la cloche d'origine. Elle est là sur les vieilles photos dès les années 1880, puis elle fonctionne encore. C'est-à-dire que là, il manque une petite corde et c'est un son historique, vraiment intéressant. Ça fait un immense ding, très très fort. Puis c'est ça, elle fonctionne. Elle n'est plus utilisée, mais elle fonctionne encore. Ça aussi, c'est un témoin du passé. Tu sais. Je trouve que c'est important qu'elle reste là. C'est un bel objet en plus. Merci beaucoup, Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'émission Famille unie, communauté forte suit à l'instant. Je vous invite également à consulter notre programmation sur le tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très belle soirée à notre antenne et une très bonne fin de semaine.